Mao Tse-tung est mort en 1976 et en 1978, Deng Xiaoping arrive au pouvoir. Sa volonté est de faire de la Chine une grande puissance économique. Et pour cela, il décide que la meilleure solution, c'est l'ouverture de la Chine sur l'extérieur. Et il va proposer les 4 modernisations. Ces 4 modernisations concernent l'industrie, l'agriculture, les sciences et les techniques et la défense nationale. Et elles vont totalement transformer l'économie de la Chine. C'est le signal de l'abandon de l'économie planifiée, mais pas du tout du communisme au niveau politique. Voyons ce que produit cette ouverture et surtout voyons comment elle s'est réalisée. L'ouverture de la Chine au point de vue économique lancée par Deng Xiaoping s'est faite en plusieurs étapes. Dès 1978, il y a eu les 4 villes que l'on voit ici en triangle qui ont été ouvertes au commerce international, aux investissements étrangers. La plus célèbre de ces villes est Shenzhen, ici, qui se trouve en face de Hong Kong. Puis, il y a eu d'autres villes qui se sont ouvertes par la suite. Et enfin, en 1984, toutes les villes ici de la côte ont été ouvertes au commerce international et aux investissements étrangers. Ensuite, cela va continuer avec les successeurs de Deng Xiaoping. En effet, en 1992, par exemple, il va y avoir l'ouverture de la vallée du Yangtze. Donc, ces ouvertures vont attirer les investissements étrangers, des entreprises de tout pays vont venir s'installer pour profiter d'une main-d'œuvre pas chère. Et la Chine va d'abord devenir l'atelier du monde, c'est-à-dire là où vont se trouver toutes les industries de produits de base. Mais ça ne s'arrêtera pas là, car la Chine a su aller beaucoup plus loin que les simples produits de base, et elle a lancé aussi les produits beaucoup plus sophistiqués, tout ce qui touche à l'informatique, et les centres de recherche maintenant sont aussi extrêmement importants. Donc il y a une montée progressive dans la sophistication économique. Cette ouverture de la Chine qui a commencé dans les années 70 et qui s'est continuée par la suite montre à quel point la Chine était capable économiquement de progresser. En effet, on voit ici la progression chinoise, on voit à partir de 85 surtout que cette progression est vraiment étonnante. En effet, la progression s'est faite avec des taux de croissance économique d'environ 10% par an, parfois plus, et on voit en 1911 la Chine arriver au second rang mondial juste après les États-Unis et après avoir dépassé le Japon. En effet, quand on regarde ici le PIB en milliards de dollars américains, on s'aperçoit que les Américains ont un PIB de 15 064 milliards de dollars américains, que la Chine vient juste après avec 6 998, évidemment c'est nettement moins, mais c'est plus que le Japon avec ses 5 855 milliards de dollars. Et les autres pays arrivent loin derrière. Donc quand on compare la Chine aux autres pays, on s'aperçoit que la Chine a vraiment fait cette fois-ci un véritable grand bond en avant économique. En 2001, la Chine a aussi été admise à l'OMC, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce, ce qui lui a ouvert encore plus de pays puisque maintenant il n'est plus possible de taxer les importations chinoises comme on pouvait à la rigueur le faire avant. Et donc, il y a encore des avantages supérieurs et l'économie chinoise peut encore se développer plus qu'elle ne l'a fait. Cet extraordinaire bond économique s'est fait dans un cadre tout à fait spécifique à la Chine. En effet, il n'est pas question de changer de politique qui est la politique du Parti communiste chinois, qui garde le pouvoir, tout en acceptant le capitalisme au point de vue purement économique. C'est ce qu'on appelle l'économie socialiste de marché. En fait, l'économie est supervisée par ce Parti communiste, mais il laisse
une grande marge de manœuvre aux entreprises capitalistes. Nous avons vu que dès la fin de l'ère maoïste, la Chine était devenue une grande puissance diplomatique puisqu'elle avait récupéré son siège à l'ONU en tant que membre permanent du Conseil de l'ONU et naturellement, plus les années avancent et mieux elle va s'en servir. Et actuellement, elle est tout à fait capable, associée à la Russie, de mettre son veto. Donc elle utilise sa force diplomatique pour... Mais la Chine n'est pas seulement une puissance diplomatique. On a vu que c'était une puissance militaire et actuellement elle est en train d'augmenter encore sa force militaire parce que les tensions avec les pays voisins existent. Et c'est aussi une grande puissance spatiale puisque le premier astronaute chinois a été envoyé dans l'espace, on l'appelle le taïkonaute, et l'une des idées de la Chine, c'est que dans peu d'années, eh bien, un Chinois pourra mettre les pieds sur la Lune. Le symbole de cette grande puissance retrouvée, ce sont les Jeux olympiques de 2008 qui ont été célébrés à Pékin. Il y a certes quelques revers à cette médaille extraordinaire. La Chine est une grande puissance diplomatique, militaire, politique, économique, etc. Mais elle a des problèmes internes, comme tous les pays, particulièrement l'inégalité qui est devenue extraordinaire entre de multimilliardaires et d'un nombre important de millionnaires, dont la fille de Mao Tse-tung, par exemple, mais aussi d'un autre côté des pauvres, extrêmement pauvres, comme sont ces paysans qui viennent dans les grandes villes essayer de trouver du travail et qui n'ont aucun droit, qui sont là presque en clandestin puisqu'ils n'ont pas eu le droit de partir de leur campagne de manière officielle, donc leurs enfants ne peuvent pas aller dans les écoles, et eux-mêmes sont donc des immigrés à l'intérieur de leur propre pays, et en étant payés extrêmement peu, même si les salaires depuis peu ont augmenté. Mais un autre élément important, c'est le problème des droits de l'homme. En effet, la Chine ne respecte pas les droits de l'homme et elle ne tient pas du tout à transformer sa politique, qui doit toujours rester la politique d'un parti unique qui est le Parti communiste, c'est-à-dire que, en fait, le capitalisme n'a pas du tout apporté la démocratisation dans la politique et la société. Et là où ça s'est très bien vu, c'est en 1989, lorsque des étudiants ont manifesté sur la place centrale de Pékin, qui est la place Tiananmen, en réclamant une démocratisation politique et en brandissant une statue de la liberté. Les chars ont répondu à cette volonté des étudiants de démocratiser politique et société, et les chars ont écrasé cette manifestation. Donc, on voit bien que le Parti communiste garde en main tout le pouvoir politique. La Chine, qui donc au début du XXe siècle était encore un pays morcelé, dominé par les puissances étrangères, arriéré économiquement, est devenue au début du XXIe, la seconde puissance mondiale. Certains disent que le XXe siècle était le siècle des États-Unis et que le XXIe sera celui de la Chine.